Les plongeurs de saturation en haute mer font face aux risques les plus mortels de leur métier. Lorsque deux plongeurs sont descendus simplement pour démêler une corde, ils n'auraient jamais pu imaginer les événements traumatisants qui allaient maintenant se produire. Voici l'analyse fatale de la tragédie de plongée du Wag Drill IA. Peter Holmes et Roger Baldwin étaient à 120 mètres de profondeur dans la mer du Nord, tentant de démêler des cordes perdues. C'était rien d'inhabituel pour ces deux plongeurs en saturation qui étaient bien habitués à rester en saturation pendant 30 jours d'affilée. Les plongeurs commerciaux en haute mer doivent passer des semaines dans une chambre pressurisée pour se protéger des risques de désaturation longue et répétée. Ils travaillent en 3 à 4 semaines, puis suivent un programme de désaturation de 5 jours pour permettre la relève des équipes. Le maintien d'une pression élevée constante permet aux hommes d'effectuer des plongées quotidiennes dans un scaphandre à la profondeur de la mer, puis de se reposer la nuit dans une chambre pressurisée à bord du navire. Après une brève acclimatation, les hommes sont à l'aise dans la chambre, malgré l'espace restreint parfois difficile. L'air de la chambre est surtout composé d'hélium et d'un peu d'oxygène, rendant les voix aiguës, mais cela semble normal après un court temps d'adaptation. Ce jour-là, il fallait démêler une corde du dispositif anti-éruption du puits de pétrole de Bruce. Peter et Roger travaillaient à 120 mètres sous la surface, mais remontaient maintenant vers le navire. Après avoir amarré la cloche à la chambre d'entrée, ils regagneraient leur compartiment pour bien se reposer. La pression de la cloche était surveillée à l'aide du manomètre le plus sensible installé sur le système. Ils utilisaient ce manomètre pour surveiller la pression dans l'unité des plongeurs. Le manomètre HISA était prévu pour la chambre 1, mais comme c'était le meilleur, ils le mettaient souvent sur la cloche quand les hommes descendaient dedans. La cloche avait son manomètre, mais utiliser un seul instrument éliminait toute différence entre eux. Peter et Roger attendaient le feu vert, mais l'ingénieur peinait à sceller la connexion lors du verrouillage. La cloche retirée, la bride nettoyée pour un nouvel accouplement. Tout semblait bien se passer, alors les hommes ont ouvert la trappe après égalisation de la pression. Alors qu'ils descendaient dans le sas d'entrée, le superviseur Gin les a informés que la fuite était de retour. Il leur a dit d'aller à la chambre 1 et de fermer la porte. Les hommes ont fermé la trappe de la chambre et se sont tous deux appuyés contre la porte pour assurer une meilleure étanchéité. John a envoyé une brève impulsion de gaz hélium dans leur chambre pour mettre la porte sous pression et assurer une bonne étanchéité, les isolant ainsi de la fuite. Roger et Peter étaient inquiets car ils subissaient la pression de 120 mètres de profondeur et une fuite devait être vite gérée pour sécuriser leur environnement pressurisé. En quelques instants, il était clair que quelque chose n'allait pas. La pièce devenait incroyablement chaude. Pierre et Roger savaient que Jean luttait contre une fuite, alors ils pensaient que cela serait rapidement réglé pendant qu'ils s'occupaient du problème. Ces instants paraissaient interminables. La chaleur montait et ils ignoraient ce qui se passait. C'était non seulement inconfortable, mais inévitable. Ils ont tiré la porte de toute leur force pour atteindre la sonnette, mais elle ne bougeait pas. La chaleur continuait de monter comme si quelqu'un avait allumé un four. Et ils étaient plus qu'à piégés à l'intérieur. John surveillait le manomètre tandis que les gars entraient en mine dans la chambre principale. Il croyait que le nouveau joint du sas avait stoppé la fuite, mais quelque chose lui paraissait étrange. Il remarqua l'oscillation de l'aiguille, puis le signe d'une chute de pression. Il pensait que le joint de la cloche était toujours mal positionné. Les plongeurs ont fermé la porte de la chambre principale et Jean a envoyé une brève impulsion d'hélium dans la chambre principale. Cela aiderait à sceller la porte depuis la cloche et le sas. Il pouvait maintenant vérifier la connexion de la cloche et comprendre ce qui se passait. Le manomètre ISA montrait une baisse de pression dans la chambre principale, alors Jean a augmenté l'hélium pour tenter de stabiliser la pièce. Il était fixé sur le manomètre, espérant que l'aiguille remonterait, mais elle continuait simplement à descendre. Sans stabilisation de la pression, les hommes souffriraient du mal de décompression. La profondeur à laquelle ils travaillaient impose 5 jours de décompression pour éviter la formation de bulles de gaz dans le sang. John commençait à se sentir désespéré. L'aiguille descendait sans qu'il puisse l'arrêter, malgré tout l'air pompé dans la chambre. Elle était passée de 390 pieds à 350 puis à 310. Il cherchait frénétiquement la fuite de pression dans la chambre 1. Il entendait les hommes frapper et supplier qu'on les laisse sortir.
Il ressentait improbablement les effets de la décompression rapide, les accidents de décompression. Le gaz qui s'échappe de la circulation sanguine peut provoquer des douleurs atroces dans les articulations et peut être absolument mortel. Ce que John ne savait pas, c'est qu'il se trompait complètement sur ce qui arrivait à Roger et Peter. Ils ont frappé et tenté d'ouvrir la porte, mais la pression était trop forte. Ils avaient un chaud, transpiré et étaient étourdis. Nausées et désorientation étaient insupportables. Chaque souffle rappelait un four ouvert, impossible d'échapper à cette chaleur. La température restait montée jusqu'à 120 degrés Fahrenheit. En quelques minutes, les hommes se sont effondrés et rampaient à peine au sol. Ils ont enlevé les matelas de la base en aluminium pour les placer contre la surface métallique. John se battait pour arrêter la fuite dans la chambre 1 lorsqu'il est retourné au panneau de contrôle pour vérifier la pression. La pression chutait et les hommes criaient au secours. Il aperçut soudain quelque chose qui lui glaça le sang. La vanne de pression de la chambre 1 était fermée. En un instant, son cœur s'emballa et il fut envahi par la terreur de ce qui était réellement en train de se passer. Le manomètre mesurait la cloche depuis le début. Il avait oublié de le remettre sur la chambre principale après le transfert des hommes. Dès qu'il a tourné la vanne pour mesurer ce qui se passait dans la chambre, il a été stupéfait. L'indicateur montrait une pression de 650 pieds. Les hommes souffraient d'énormes de la pression et de la chaleur, pas du mal de décompression. Des profondeurs de pression supérieures à 500 pieds peuvent provoquer un syndrome neurologique de haute pression, qui entraîne des tremblements, des problèmes de vision et des nausées. La température élevée a provoqué des coups de chaleur qui sont mortels s'ils ne sont pas traités rapidement. Faire monter la pression en flèche, 300 pieds au moins de pression de profondeur, en quelques minutes, aurait provoqué le développement de cette situation dévastatrice. Le vrai problème, c'est que leur cerveau enflait à cause de l'hyperthermie et il n'y avait absolument rien que Jean puisse faire pour les aider. Ils ne pouvaient pas simplement ouvrir la chambre et les laisser sortir car cela aurait été une sentence de mort. Ils ont besoin de 5 jours pour quitter la saturation en sécurité. La température a vite atteint 120 degrés à cause de la haute pression dans la pièce. L'hélium très léger se déplace plus vite. Lorsque la pression augmente et que les molécules se rapprochent, ces particules entrent en collision entre elles et avec les parois de la chambre. Ce transfert de chaleur provoque une hausse rapide de la température de l'air. Une fois découvert, il était déjà trop tard. Ils ne pouvaient rien faire pour Roger et Peter. L'équipe a regardé à travers les hublots pour surveiller leurs mouvements et consigner la chronologie de leur disparition. Ils étaient à seulement quelques mètres, mais ils auraient probablement tout aussi bien pu être au fond de l'océan. Les hommes ont perdu connaissance après seulement un court moment et, malheureusement, ne se sont jamais réveillés. Ils sont morts 2 heures après l'incident. Un coup de chaleur sévère nécessite un traitement immédiat, comme 30 minutes dans un bain de glace. Sans refroidissement extrême, leur corps n'avait aucun moyen de se remettre de ce traumatisme incroyable. Ils auraient pu mourir d'un œdème cérébral ou d'une défaillance d'organes, mais la cause officielle était l'hyperthermie ayant causé un coup de chaleur. Les plongeurs commerciaux en saturation vérifient constamment l'eau chaude de leur cordon ombilical pour éviter l'hypothermie en mer du Nord. Un coup de chaleur dans la chambre de saturation du navire était impensable. Les tribunaux écossais ont mené une enquête sur les accidents mortels afin de déterminer la cause des décès accidentels. C'était dû à une erreur humaine, un mauvais étiquetage, une conception défectueuse des instruments et des pratiques inappropriées sur Wedge Drill 2.